Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est malgré tout sur fond de nuages gris que commence ce week-end de la Saint-Valentin, avec une promesse tout de même de quelques belles éclaircies, ne serait-ce que pour rappeler que dans la vie, les moments où tout va bien succèdent toujours aux moments où tout va moins bien. Le match Angleterre-Irlande, retransmis cet après-midi, le dernier tiercé de trop à Vincennes, et le numéro d'Hebdo Midi Loisirs, pour vous donner quelques idées de vacances, 3 titres pour cette édition de fin de semaine, mais d'abord les dossiers de politique, et en premier, le Laos. Il y a quelques heures, le gouvernement chinois vient de lancer un avertissement au président Nixon. L'opération au Laos, notre voisin immédiat, représente une grave menace pour la Chine populaire, dit Pékin, et les Chinois ajoutent « Nous allons prendre des mesures pour aider les peuples indo-chinois ». Claude Guénière. Et le gouvernement de Pékin ajoute également « 700 millions de Chinois sont un rempart puissant pour nos alliés d'Indochine, et puis notre territoire est vaste, il constitue une arrière-garde sûre ». Y aura-t-il une intervention américano-sud-vietnamienne au Nord-Vietnam? Hier, le président Nguyen Van Thieu disait « Le moment n'est pas encore arrivé ». Washington assure qu'une intervention de ce genre n'est pas envisagée. Mais les Américains, opposés à la guerre du Vietnam, reçoivent ces assurances avec scepticisme. L'engrenage a conduit à intervenir au Cambodge puis au Laos, disent-ils. La suite logique est l'intervention au Nord-Vietnam. De toute façon, répond Washington, pour l'heure, la mise en garde chinoise ne nous inquiète pas. Le risque d'une intervention de leur part est considéré comme nul. Ce qui préoccupe le plus les Américains, ce sont les pertes importantes subies par l'aviation au Laos et la forte résistance des troupes communistes. Les routes au Laos sont minées, les convois sud-vietnamiens sont bombardés par l'artillerie communiste, les hélicoptères mitraillés, 26 auraient été abattus. Cette forte résistance fait dire à certains, il n'y a plus qu'un moyen, franchir la frontière nord-vietnamienne. On envisage donc bien cette éventualité. Et puis, les Américains craignent aussi que les Nord-Vietnamiens ne contre-attaquent en lançant leurs troupes sur le sud, à travers la zone démilitarisée. 1500 à 2000 Marines attendent à bord d'un navire qui croise à la hauteur du 17e parallèle. L'état d'urgence a été proclamé au Laos, les réfugiés fuient les zones des combats. Les communistes ont pris la ville de Long Chen, un centre de 40 000 habitants qui servait de camp de base aux montagnards recrutés par la CIA. Le Laos s'installe dans la guerre, on fortifie les villages sans savoir d'ailleurs à qui serviront ces défenses, aux communistes ou aux alliés des Américains. Autre dossier de l'étranger à feuilleter rapidement. D'abord un télégramme qui tombe de Téhéran sur le pétrole. Nous nous sommes mis d'accord sur tous les problèmes d'ordre financier. Seul reste encore en discussion les aspects légaux. C'est ce que vient de dire le ministre des pétroles de l'Arabie Saoudite. Au Proche-Orient également, après 48 heures de violents combats entre Jordaniens et Palestiniens, le calme est revenu dans la capitale jordanienne. Au Caire, comme à Jérusalem, le week-end va être consacré à l'étude des propositions de l'ambassadeur Jaring. Marché commun, discours très dur hier soir de M. Heath, le Premier ministre britannique. Les négociations entre les 6 et l'Angleterre sont vouées à l'échec, a-t-il dit, si Londres n'obtient pas des conditions tolérables à court terme et clairement profitables à long terme. Bonn, la presse ouest-allemande parle d'une tentative d'enlèvement de M. Willy Brandt par des éléments d'extrême gauche. Le chancelier aurait été échangé contre un leader gauchiste emprisonné. Autre rumeur, un journal libanais croit savoir que le gouvernement algérien aurait proposé à Ben Bella sa libération suivie d'un exil dans un pays étranger. Ben Bella, en prison depuis 6 ans, aurait refusé cet exil. Pour l'instant, aucune confirmation de cette nouvelle à Alger et à Paris. Enfin, retour cet après-midi à Paris du président et de Mme Pompidou. Avant de quitter le Gabon, le président de la République a déclaré à Libreville « Je souhaite que mon voyage en Afrique ait mis fin à la querelle de la coopération ». Premier dossier français, une enquête sur un sujet qui, tout compte fait, est assez compliqué, mais qui touche à la vie quotidienne d'un bon nombre de Français, le problème de l'intéressement aux résultats de l'entreprise. Dans certaines entreprises, le choix est le suivant, ou le 13e mois, c'est-à-dire une prime fixe chaque année, ou la participation aux marges bénéficiaires, dont le montant peut être beaucoup plus variable. Le problème se pose par exemple à la société électronique Dassault, une enquête de Christian Colombani. L'électronique Marcel Dassault, une usine ultramoderne sur les bords de la Seine à Saint-Cloud. 1600 personnes travaillent ici à la fabrication de radars aéroportés, d'autodirecteurs de missiles, d'appareils de toutes sortes qui perfectionnent la guerre pour garantir la paix, des appareils enveloppés de précautions et de mystères.
L'électronique est une industrie de pointe aux marges bénéficiaires considérables. Géré par un chef d'entreprise dynamique, le personnel de l'électronique Marcel Dassault a obtenu en quelques années des avantages sociaux évidents. Mais pour Serge Dassault, PDG de l'usine, ce n'est encore pas assez. Ce qu'il lui faut, c'est transformer le climat social. Pour cela, il a intéressé les salariés aux bénéfices de l'entreprise. Je crois que l'intérêt primordial de cette participation est de démystifier le profit tant décrié par tout le monde et en particulier par les syndicats. Car si on regarde un compte d'exploitation extrêmement simplifié, on s'aperçoit qu'il y a les salaires d'un côté, les ventes de l'autre, et finalement en bas, et quelquefois rarement malheureusement, le bénéfice. Or, il y a toujours une lutte qui correspond à tous les conflits sociaux entre les salaires qui veulent être augmentés par les salariés et le bénéfice qui doit être augmenté par les chefs d'entreprise. Il y a conflit lorsque les salaires sont trop bas et les bénéfices trop grands. Or, que faisons-nous? Nous établissons une liaison entre ce bénéfice et les salariés ont un retour d'une partie non négligeable de leur salaire qui leur revient après que le bénéfice ait été réalisé. Et je crois que ce qui est important, il y a ce retour, car jusqu'à présent, il y avait une coupure totale qui est à l'origine, je pense, de tous les conflits sociaux. Et pourtant, la revendication des syndicats portait sur le 13e mois. Or, à la place du 13e mois, vous avez accordé une participation au bénéfice. Pensez-vous que ce soit plus avantageux pour l'ensemble des salariés de votre entreprise? Il est difficile de dire que c'est à la place du 13e mois, parce que quand nous avons décidé de réaliser cette participation, il ne s'agissait pas de donner quelque chose à la place d'une autre. Je crois qu'en fait, pour le personnel de notre entreprise, cette participation est beaucoup plus qu'un 13e mois. D'une part, sur le plan pratique, cette année, ils recevront plus qu'un 13e mois, d'une façon générale, et surtout, ultérieurement, ils pourront recevoir encore beaucoup plus. Cet intéressement présentera des avantages très sérieux qui consistent à distribuer un mois complet de salaire aux salaires les plus bas et un demi-mois aux salaires les plus élevés de l'entreprise. Ce qui, compte tenu des avantages des accords déjà en vigueur dans l'entreprise, fera au bout du compte 2 mois de salaire pour les petits salariés et 1 mois complet pour les plus élevés. Et pourtant, certains d'entre vous ont craint en novembre que cet intéressement ne nuise à l'ampleur des investissements de l'entreprise. Effectivement, cet aspect de la question nous a préoccupés, mais nous avons tenu compte de l'expansion actuelle de l'entreprise et nous pensons que dans ce contexte, il se dégagera des masses financières suffisantes pour arriver à pourvoir aux investissements nécessaires. Les cadres les plus rémunérés n'ont-ils pas émis quelques réserves? Oui, on ne peut pas contenter tout le monde. Diriger une entreprise, c'est un ensemble de compromis. Je crois qu'il faut favoriser les plus bas salaires. Et c'est pour ça que j'ai décidé dès le départ que le mode de répartition ne serait pas hiérarchisé. Je pensais même au départ que le mode serait encore moins hiérarchisé. Mais nous avons dû justement tenir compte, comme vous le dites, des cadres. Donc je pense que nous avons abouti à un compromis et que le fait de distribuer un peu plus d'un mois de salaire au bas salaire et un demi-mois au salaire est quand même un compromis qui nous a semblé raisonnable. Ce n'est pas l'avis des syndicats CFDT et CGT qui estiment que l'intéressement n'est qu'une manœuvre de la direction pour désamorcer la revendication du 13e mois. Parce que la revendication essentielle dans l'entreprise, c'était le 13e mois. Or, cet intéressement au bénéfice n'est pas un 13e mois. Les inconvénients que nous y voyons, c'est qu'un véritable 13e mois est indexé sur la progression générale des salaires. Au contraire, la direction a opposé un contre-projet qui permet de verser des sommes sensiblement égales, mais à bien meilleur compte du fait que ces sommes versées sont exonérées d'impôts et de charges fiscales. On s'aperçoit que c'est une prime aléatoire qui sera basée sur les bénéfices, et les bénéfices étant ce qu'ils sont, ils peuvent être bons cette année, ils le seront parce qu'il faut que la participation marche bien, et que l'année prochaine, on n'est pas sûr qu'il sera aussi bon. Alors l'objection est qu'il sera aussi possible qu'ils reçoivent moins. Mais là, il s'agit justement de partager le risque. Et le principe de la participation, c'est justement de partager à la fois les résultats bénéficiaires et aussi les risques. Si tout le monde n'est pas d'accord, beaucoup cependant sont satisfaits par cette initiative. Moi personnellement, à première vue, je trouve qu'il y a une amélioration sur l'année dernière. Oui. Sinon, il y a des gens qui sont peut-être plus compétents que moi pour pouvoir approfondir la chose plus sérieusement. Enfin, vous, ça vous intéresse? Oui, personnellement, oui. Et vous? Oui, moi aussi. Oui.
comme mon camarade, je pense à la même chose. Et c'est vrai que malgré les réticences des militants syndicalistes, l'intéressement des salariés n'est pas sans avantage. En fait, tout le monde en profite à l'usine, même le président directeur général qui, en tant que chef d'entreprise, est aussi un salarié comme les autres. À part cela, reprise du travail lundi au Houillères et nouvelle rencontre aujourd'hui à Nantes entre syndicats et direction des usines Batignolles. Le proviseur, les professeurs et les élèves du lycée Chaptal à Paris, hier, sont assis sur le trottoir pendant 1 heure. Pas d'incident, ils voulaient protester contre la condamnation à 6 mois de prison pour violence à agent d'un élève interpellé au voisinage d'une manifestation gauchiste. Monsieur Bilcock, le secrétaire d'État à l'Éducation nationale, prépare une charte de l'enseignement technique. Cette charte prévoit en particulier la gratuité du matériel dans ce qu'on appelle le technique court et aussi pour les professeurs la possibilité de stages de recyclage dans les entreprises. Attention, dernier délai, lundi minuit pour acquitter votre tiers provisionnel, mais tous les contribuables dont les revenus ont été en 70 inférieurs à 7 020 francs seront exonérés d'impôts, une condition que la moitié des revenus soit constituée de salaires, pensions ou rentes viagères. Cette disposition profite surtout aux personnes âgées. Une voiture sur 10 en France est maintenant équipée de ceintures de sécurité, mais un conducteur ou un passager sur 5 seulement utilise ces ceintures. L'association des grandes causes nationales décide une campagne de persuasion. En 1971, les ceintures pourraient diminuer de 50% le nombre de victimes de la route. Enfin, la commission de la carte des journalistes professionnels et l'union des syndicats de journalistes portent plainte. Un officier de police des renseignements généraux d'Aix-en-Provence a été découvert en possession d'une fausse carte de presse. Les dossiers sévères étant refermés, le sport maintenant, Patrick Chapuis. D'abord le match Irlande-Angleterre cet après-midi. Oui, c'est un match à ne pas manquer. D'ailleurs, vous pourrez le voir tout à l'heure à la télévision à partir de 15h sur la première chaîne. À ne pas manquer pourquoi? Eh bien pour une raison très simple, c'est que l'Irlande est le précédent adversaire de la France dans le tournoi des 5 nations, vous vous rappelez, 9-9 à Dublin, et que l'Angleterre sera le prochain adversaire. Le 27 à Twickenham, nous allons rencontrer l'Angleterre. Ce sera donc un match très important pour le tournoi des 5 nations. Et nous allons pouvoir faire des comparaisons entre les équipes et peut-être en tirer des conclusions. Et puis Madame Chichang est à Paris. Oui, Madame Chichang, c'est la femme la plus rapide du monde. Elle est derrière vous. 7 records du monde battus cette année. 11 secondes au 100 mètres. Ça représente une vitesse de 32 km/h quand elle se met à courir. C'est assez impressionnant. Elle a été désignée comme l'athlète de l'année par notre confrère Athlétisme Magazine. Elle était à Paris pour recevoir son trophée. Et elle a répondu aux questions de Michel Drey, vous allez la voir, elle est charmante, dans une robe rose en soie, tout à fait ravissante, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Première question, nous ne savons pas grand-chose sur votre passé, comment êtes-vous venu à l'athlétisme? Vous savez, quand j'étais petite, je vivais à Formose, et à l'école élémentaire, mon professeur m'a trouvé des dispositions pour la course de vitesse. Quand mes camarades faisaient 2 pas, moi je n'en faisais qu'un. Je vivais à la campagne, toujours dans la nature, et pour faire les moissons, pour aider ma famille dans ses travaux, il fallait toujours courir. C'est à ce moment-là que je me suis vraiment aperçu que j'aimais beaucoup ça. Pour moi, toutes les occasions de courir étaient bonnes, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert vraiment le plaisir de courir. With open rice fields after the harvest, you can just go and run. So I like to run. When did you move in United States? Quand êtes-vous venu vous installer aux États-Unis? En 1963, je suis venu faire mes études à Los Angeles. Récemment, vous avez épousé votre entraîneur, Monsieur Vince Reel. Est-ce que c'est un avantage d'avoir son entraîneur pour mari? Oui, bien sûr, car il me le connaît très bien. Il sait exactement ce que je n'aime pas, ce qui me plaît. Il sait toujours ce qu'il faut faire pour me rendre heureuse, me décontracter, me mettre dans les meilleures dispositions avant la course. Mais est-ce que vous conseillez aux autres athlètes femmes d'épouser leurs entraîneurs? Oui, à condition que ceux-ci ne soient pas déjà mariés. Alors, Madame Chang va peut-être faire du shopping, mais elle ne va pas courir en France. Elle ne va pas courir, mais elle a passé une très bonne soirée au Casino de Paris. Parfait. Oui, justement, je voulais vous parler d'une autre femme qui est à l'honneur. Il s'agit d'Isabelle Mir, qui, dans la Coupe du Monde qui se poursuit actuellement à Mont-Sainte-Anne, au Québec, a remporté le slalom géant. C'est d'ailleurs sa première victoire dans un slalom géant dans sa carrière. Elle précède Jacqueline Rouvier et Françoise Maquis. Toujours en géant chez les hommes, la première manche est revenue au Suisse Bernard Russi, champion du monde de descente. Le premier Français est Henri Duvillard. Et Roger Rossamigno est 6e. Du ski encore, du géant et du ski de fond,
avec les championnats de France militaires qui se déroulent actuellement au Mont-Genèvre. C'est un reportage de notre station de Marseille, commentaire de Jean-Claude Jouan. Les 46e championnats et Coupes de France militaires de ski ont eu pour cadre cette année les Alpes de Haute-Provence et plus particulièrement le Mont-Genèvre. 3 épreuves étaient inscrites au programme cette année. Le fond nordique, la patrouille alpine et le slalom géant disputé à Serre-Chevalier. Slalom géant qui a vu la victoire du pensionnaire de l'équipe de France, Claude Perrault, actuellement à l'école militaire de haute montagne. Claude Perrault, 1 minute 35 secondes et 40 centièmes, devant Christian Mallet du 11e BCA, 1 minute 36 secondes et 92 centièmes pour 1950 mètres de piste, 390 mètres de dénivellation et 53 portes à franchir. La patrouille alpine, la dernière épreuve, c'est-à-dire celle à laquelle nous allons assister, était certainement la plus difficile et la plus complète à la fois. 16 km 500, 950 mètres de dénivellation en montée, 250 mètres du slalom géant et 35 portes à franchir. 9 équipes de 4 patrouilleurs chacune, où unités alpines et gendarmes se sont affrontés avec inclus dans le parcours des épreuves de tir. Avec plus de 4 minutes d'avance sur leurs suivants immédiats, les représentants du 13e bataillon de chasseurs alpins, Joureau, Cap d'Aspe, Gouraud et Mort, se sont vus attribuer le titre de cette spécialité, les 16 km 500 en 1 h 44 minutes et 45 secondes. Enfin, avant Hebdomidi Loisirs et en avant-première de la conférence du commandant Cousteau ce soir à Paris, à l'Institut océanographique, évasion sans parole vers les îles Galapagos, le royaume de l'Igane marin, un monstre venu de la préhistoire. Regardez. Des images étranges, n'est-ce pas? Maintenant, Hebdomidi Loisirs, le ski et le tiercé, François-Henri Zirieux. Le célèbre humoriste Alphonse Allais proposait, vous le savez, de construire les villes à la campagne parce que l'air y est plus pur. Aujourd'hui, on va plus loin, on construit des villes, de véritables villes, dans les montagnes. Des villes qui sont construites pour le ski, pas pour le travail, bien sûr, mais qui sont bâties suivant des critères de rentabilité qui sont ceux de notre monde industriel, qui sont bâtis par des financiers et par des hommes d'affaires. André Forestier est parti pour Hebdomidi Loisirs sur la piste de ces chercheurs d'or blanc qui investissent des milliards chaque année dans la neige. Chaque année, le nombre de skieurs français augmente de 15%. Mais à ce pourcentage, il faut ajouter un potentiel de 5 millions de skieurs étrangers n'ayant jamais skié en Europe. Alors, comme les montagnes européennes sont les plus propices aux sports d'hiver, le ski est devenu l'enjeu d'une lutte farouche entre la Suisse, l'Autriche, l'Italie et la France. Par exemple, cette clientèle étrangère représente environ 60% du chiffre d'affaires des stations suisses ou autrichiennes. Et dans le meilleur des cas, en France, 4 ou 5 stations atteignent difficilement les 30%.
Cependant, les vieilles stations, saturées, ne peuvent plus faire face à l'accroissement des skieurs. Il faut donc en créer d'autres et pour cela, les spécialistes du service d'études de la Commission interministérielle pour l'aménagement de la montagne prospectent justement cette montagne, ici près d'Avoriaz, pour recenser les sites vierges où pourront s'implanter les stations nouvelles. Mais étant donné les critères de sélection de ces nouveaux sites, on peut se demander s'il en reste encore beaucoup à découvrir. Alors là, moi je pense qu'on pourrait faire arrêter le télécabine à ce moment-là. Oui. Bon, d'accord. L'essentiel est déjà fait. Oh, l'essentiel ça est déjà représente fait, ouais. une trentaine de principaux sites. Une trentaine à peu près. Pour des stations très importantes de classe internationale, c'est-à-dire de presque 10 000 lits. Oui, et même au-delà. Dire le nombre de lits Le maximum. nombre de lits est une chose assez difficile à déterminer parce qu'elle dépend d'abord et avant tout de la capacité skiable du site, du nombre de skieurs que l'on peut raisonnablement mettre sur un site sans le saturer, sans qu'il devienne désagréable par saturation, et tout de même qu'il y a assez de monde pour rendre son équipement rentable. Oui, Donc, car en fait, maintenant, assez serré. Maintenant, la nouvelle politique, c'est on peut installer tant de remontées mécaniques, donc tant de skieurs, il n'y aura pas plus de lits. C'est indispensable, une station périt par saturation. Mais pour que cette station sorte des neiges, il faudra ensuite que Maurice Michaud, patron de ce service d'études, confronte les bonnes volontés des municipalités, des propriétaires du terrain et des promoteurs. Des promoteurs qu'on appelle chercheurs d'or blanc et qui n'ont pas gagné autant d'or aussi rapidement qu'ils l'espéraient. C'est une question que je me suis souvent posée, parce que le résultat final, ce n'est jamais, les promoteurs ne gagnent jamais beaucoup d'argent. Bien contents quand ils n'en perdent pas. Alors, ils ont malgré tout, on note chez eux un certain enthousiasme quand même, et le désir de sortir des difficultés, et je pense qu'il faut voir là une espèce de romantisme qui est dû au décor montagnard. C'est cet enthousiasme et ce romantisme qui est un peu la cause alors de la recherche architecturale des stations nouvelles. Mais c'est un romantisme qui sévit sur tout le monde. Je suppose que les maires des petits villages n'ont qu'un désir, c'est de voir leur village transformé en station. Bien sûr. C'est d'ailleurs une des tâches les plus ingrates que nous ayons lorsque la bonne volonté municipale se présente dans un site qui ne le mérite pas et où nous sommes obligés de décourager les animateurs possibles. Pourtant, pour des centaines de petits villages, le seul remède au dépeuplement et à la misère reste le ski. Et ils ne comprennent pas le refus des crédits pour cause de non-rentabilité. L'un d'eux, Hayon le Jeune, est passé outre l'avis négatif de la commission et a prouvé qu'il est possible de réussir avec de modestes ambitions d'artisans. Alors, on entendait que chez nous, il allait être très difficile de rentabiliser des téléskis sur une saison plus courte. Alors la commune s'est endettée et a construit quelques remontées mécaniques. Et oui, c'est un fait. La commune, à ce moment-là, qui a commencé avec un petit budget de 4 millions d'anciens francs, disons, en 6 ans, s'est endettée d'environ 200 millions. C'est un chiffre évidemment modeste en comparaison des dizaines de millions lourds exigés pour la construction d'une station, car bâtir en altitude coûte 25% de plus qu'en plaine, et la moindre erreur de conception peut conduire à la catastrophe financière. Conscients de ces risques, les promoteurs expliquent que cette ruée vers l'or blanc se révèle toujours éprouvante et souvent décevante. Alors, jouant les philanthropes, ils font la moue lorsqu'on parle de l'attrait du gain. C'est une catégorie de promoteurs que vous définissez de cette façon, mais je pense que cette race de gens ne peuvent pas survivre très longtemps en montagne. Car, d'une part, les difficultés que vous avez décrites, justement, sont tellement considérables et si nombreuses que je pense que ceux qui sont attirés seulement par l'attrait du bénéfice décident très rapidement d'aller faire de la promotion ailleurs. Nous ne faisons pas que l'immobilier, nous faisons l'immobilier, nous faisons les remontées mécaniques, l'organisation hôtelière, l'organisation de la gestion. Nous n'arrivons pas dans une station pour faire un petit morceau, nous faisons l'ensemble. Bien sûr, ayant la maîtrise complète du terrain, ils peuvent alors concevoir des villes attrayantes en isolant la circulation automobile, en permettant au skieur de quitter et de regagner son appartement ski au pied, en respectant une juste proportion entre le nombre de lits, de skieurs et de remontées mécaniques. C'est le principe qu'appliquera Pierre Schnebelen à Val Thorens. Je pense que d'ici quelques années, tout Français, en tout cas, se croira en droit de faire un séjour en montagne chaque hiver. Alors, il faut savoir si les pouvoirs publics vont faire les efforts nécessaires pour rendre cette chose possible. Alors justement, que faut-il faire pour cela? Puisque l'on dit la France a une place extraordinaire sur le plan neige, elle a vraiment une carte maîtresse à jouer, mais si ces ne sont pas construits, quelqu'un d'autre va la prendre, cette place. Oui, et ce qu'il faut faire, c'est construire des routes nouvelles, des routes d'accès, débloquer des crédits pour des nouvelles remontées, car, comme vous le savez, l'industrie du ski
qui est vraiment une industrie très lourde, a besoin d'investissements très très lourds. Évidemment, car d'ici 1975, 2 millions de Français découvriront les sports d'hiver et l'on espère un demi-million d'étrangers. Alors même les Pyrénées se lancent dans la bataille. Ici, par exemple, à la Mongie, un promoteur aménage le domaine skiable en créant un site de classe internationale d'environ 30 000 lits. Aujourd'hui, la France a acquis la première place sur le plan qualitatif et peut espérer remporter cette bataille. Cependant, au rythme où vont les choses, on peut dire que dans 15 ans, tout sera ou exploité ou entrepris. Tout ce qu'il est possible de faire. Par exemple, le 6e plan prévoit la construction de 250 000 lits en France. Mais il y a 400 000 lits à construire à peu près. Alors que fera-t-on après, une fois que tout sera construit? Eh bien, on sera bien obligé de s'arrêter. La mine sera épuisée, à moins qu'on apprenne à déplacer les montagnes pour les remodeler, supprimer les ravins ou les barres rocheuses. Je ne pense pas que ce soit pour demain. non, bien sûr, et les promoteurs ont juste à faire preuve d'un peu de patience. La loi de l'offre et de la demande jouera automatiquement en leur faveur. Oui, vous avez bien sûr le temps encore de vous rendre en montagne. La saison de ski durera jusqu'à Pâques et l'hiver durera jusqu'à Pâques. Mais sur les champs de course, l'hiver finit en principe demain. Demain, c'est le dernier tiercé de la saison de trot à Vincennes. Et Vincennes, c'est bien sûr le domaine de Jean Berthaud. Oui, François-Henri. Jean Berthaud, alors où en est-on après les derniers forfaits? Eh bien, il n'y a pas eu de nouveau forfait. Il y a 16 partants demain dans le dernier tiercé de l'année, le prix de Châteaudun. C'est un handicap très difficile à déchiffrer parce que des chevaux vont rendre jusqu'à 37 mètres à ceux qui partent devant eux. Et j'attendais M. Henri Lévesque qui me cherche, paraît-il, quelque part, car il drivait demain, le seul M. Henri Lévesque, propriétaire, entraîneur, driver de Massina, de Roquépine, du Psalin et de tant d'autres chevaux, qui drive demain le favori, Usania. Oui, écoutez, Jean Berthaud, vous venez de traverser une période assez faste dans vos pronostics, puisque sur vos 6 derniers pronostics, vous avez donné 5 fois le tiercé exact. Êtes-vous prêt à jouer aujourd'hui encore votre réputation? On la joue chaque fois, mais vous savez, c'est toujours très difficile, surtout dans ce genre de handicap. En tout cas, Usania, l'évêque, devrait très bien courir et disputer cette arrivée. Ensuite, derrière, il y a des chevaux du premier poteau, Vélor, drivé par Roman Kruger, Vitriers, qui sera confié à Arson, monsieur Arson, Viborg, avec Jean Riot. Je crois qu'il faut s'en méfier, ce cheval devrait être dangereux à ce poteau. Ensuite, le cheval de monsieur de Bellègue, Vox Dei, qui sera mené par Michou Goujon, Minou Goujon, Michel Marcel Goujon. On l'appelle toujours ici Minou. Vous voyez, je suis avec beaucoup de turfistes, les premiers, ceux qui sont là une demi-heure avant le départ des courses. Et pour terminer ce pronostic, eh bien, je crois qu'on ne peut pas oublier délaisser Verveine d'Aubier, une jument très courageuse, une fille de Kerjac, qui dispute toutes les arrivées. Oui, Voilà. Cela dit, demain à Vincennes, il n'y a pas que cette course du tiercé, il y a aussi une très grande course, le Prix de Paris. Oui, eh bien, c'est une des 2 revanches du Prix d'Amérique, et Tidalium Pello va avoir une tâche fantastique. Il va essayer de rendre 50 mètres sur 3150 mètres aux meilleurs chevaux du monde, aux 5 meilleurs français et aux chevaux étrangers également. Mais ça n'est pas impossible. En tout cas, ce sera une course sensationnelle. Il faudrait ne pas la manquer. Et certains turfistes regrettent d'ailleurs qu'on n'ait pas mis le tiercé sur ce Prix de Paris et non pas sur le Prix de Châteaudun. Ben, vous savez, parce qu'on espérait plus de partants dans le Prix de Châteaudun, donc on espérait un plus gros tiercé, et dans le Prix de Paris, il n'y aura que 14 partants. Voilà. Écoutez, nous vous remercions, Jean, Ben, merci. je vous en prie. Je suis désolé de ne pas avoir Monsieur l'évêque, parce que c'est une figure populaire, et je regrette qu'il ne soit pas auprès de nous, mais enfin, il a sûrement une explication, un accident, pas un accident de circulation, je l'espère.